Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, nous vous proposons plusieurs reportages, dont un avec Pierre-Luc Poulain, athlète en canoë-kayak qui s'entraîne présentement à Lac-Beauport. Également, on parlera du nouvel entraîneur du club de basketball masculin, Rouge et Or. Mais d'abord, parlons d'Ultra Trail, alors qu'Alexandre Genois de Québec sera le seul Québécois inscrit à l'épreuve Le Tour des Glaciers, un parcours de 450 km dans les Alpes italiennes. Stéphane Turcot l'a rencontré avant son départ. Alexandre Genois s'attaque au défi d'une vie. C'est sûr que c'est un grand moment. Puis en plus, ça, j'ai la chance. Je suis plus jeune des 100 concurrents. J'ai 29 ans. 450 km dans les Alpes italiennes qu'il doit réaliser en moins de 190 heures ou, si vous préférez, en moins de 8 jours. C'est énormément une course de gestion. Là. Gestion de l'effort, gestion du sommeil, gestion de l'alimentation. Donc, si tout est bien géré, bien, on va passer les fils d'arrivée. Mais ça ne se fera pas sans souffrir. Le plus difficile, ça va être la gestion de l'alimentation, qui va être vraiment assez difficile parce qu'il y a des grandes sections d'autonomie quasiment complètes. Donc, d'absorber assez de calories et de rester lucide aussi, de rester alerte. Est-ce que tu connais des gens qui, à un moment donné, perdent carrément la boule? Ou... Bien, sur les ultras, je dirais pas que c'est courant, mais ça arrive par moment que tu te rappelles pas de qu'est-ce que tu viens de faire arrive là, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Le changement d'altitude risque aussi de compliquer les choses. Surtout les différences d'altitude aussi, parce que par moment, on descend à 200 mètres dans un village et 2 heures après, tu es rendu à 3000 mètres d'altitude. Puis après ça, tu redescends. Et il y aura nécessairement des périodes de repos. Alexandre Genois croit pouvoir dormir au maximum 3 heures par jour. Dans le fond, il y a 3 bases de vie sur la course, sur les 450 km. Une base de vie, c'est qu'il y a un endroit qu'on peut dormir un temps illimité, je dirais, mais le chronomètre continue à rouler. Là. Sinon, pour le reste, ça va être en refuge. Donc, on parle environ en refuge aux 30-40 km. Et s'il croit pouvoir compléter l'épreuve, il ne croit pas que tous seront en mesure d'en faire autant. C'est un pari qui est dur à faire, mais si 50 complète, c'est un bon événement. Parce que souvent, une tempête de neige à 3000 mètres d'altitude, t'es bloqué. Ah oui, j'avais oublié la neige. Vraiment pas une course comme les autres. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. On parle maintenant basketball. Il y a une semaine, Nathan Grant devenait le nouvel entraîneur de l'équipe masculine du Rouge et Or. Pour l'entraîneur de 35 ans, c'est un rêve qui se réalise. On est extrêmement content d'accueillir Nathan. Je suis honoré d'être choisi comme le nouveau entraîneur-chef du Rouge et Or. C'est un rêve qui se réalise pour toi qui est dans le monde du basketball depuis de nombreuses années? Oui, exactement. Ça fait des années que moi, je travaille pour ça. Et je connais ça, l'environnement des entraîneurs ici à Canada. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour faire exactement ça. Alors pour moi, d'arriver ici maintenant à 35 ans, c'est quelque chose. Même quand j'étais avec à Concordia, je disais à les autres entraîneurs que j'aimerais un jour être l'entraîneur-chef du Rouge et Or. Tu connais un petit peu l'équipe, les difficultés qu'ils ont depuis 10 ans. Est-ce que ça te fait pas peur, ça, de relever l'équipe? Non, pas du tout. Moi, je connais c'est quoi l'environnement de basket et je suis préparé à faire des choses différemment. J'ai appris beaucoup de choses les dernières années comme entraîneur de moi-même, de la scène de basket au Canada, qu'est-ce qu'il prend pour arriver justement là. Et je suis prêt à arriver ici. Les gars sont prêts à travailler. Ta première impression sur l'arrivée de Nathan? Je suis excité. On a parlé à Nathan un peu avant la conférence de presse. Puis, il a l'air vraiment énergique. J'ai aimé son plan pour la prochaine année. J'ai vraiment hâte de travailler avec lui. J'ai beaucoup entendu parler de lui, puis c'était quand même des bons commentaires. Il a coaché plusieurs de mes amis. C'est sûr, j'ai fait mes démarches par moi-même, savoir comment il était avec tous les candidats et tout. Puis j'ai quand même eu des bons commentaires. Puis c'est ça aussi qui m'a quand même
motiver puis donner un autre livre d'engagement de plus au sein du Rouge et Or. Je vous présente sans plus tarder Nathan Grant. Charles, ce fut un processus qui a duré quelques semaines et c'est pas les candidatures qui ont manqué. Non, 27 candidatures au total, donc on était surpris de voir ce nombre-là, puis de partout, hein, l'Europe, des pays d'Afrique, la francophonie africaine, des gens de l'Ontario, des gens du Québec, des gens des États-Unis, donc ça a fait parler notre mise en candidature, effectivement. Oh, c'est excitant. Pourquoi Nathan? On connaissait Nathan de sa réputation, etc., le charisme quand Nathan est arrivé dans l'entrevue, le fait que Nathan soit un recruteur hors pair, il connaît beaucoup de gens, donc je pense qu'on a fait un très bon choix en Nathan. Le défi pour lui est grand? Très grand. Par contre, on a une belle gang de gars déjà là. L'affaire qu'on peut parler aujourd'hui, mais il y a des belles choses qui s'en viennent aussi en termes de nouveaux joueurs, etc., qui vont arriver. Je pense que rapidement, on peut voir le vent tourner du programme de basketball Rouge et Or dès l'an prochain. On ne peut pas avoir le coach du Rouge et Or basketball sans parler de la finale de la NBA et des Raptors. C'est toute une finale qui va rejaillir sur le basketball en général au Québec, au Canada? Oui, on peut sentir ça. C'est sûr que même si tout le monde ne sont pas des fans des Raptors, on peut sentir que le basket est fort. On peut faire la même chose ici. On a une belle communauté de basket ici qui adore le basket, qui veut voir de la bonne basket. Pour moi, c'est vraiment excitant tout ça parce que, encore, la gymnase, quand ce gymnase va être plein, ça va être quelque chose d'autre. Après la pause, on s'en va à Lac-Beauport. On parle canoë-kayak. Parlons maintenant canoë-kayak alors que la saison est maintenant entamée. Et Pierre-Luc Poulin de Lac-Beauport impressionne depuis le début de la saison. Il a même réussi à qualifier son équipe K4 pour les prochains mondiaux. Jonathan Fournier a plus de détails pour nous. On a eu un camp d'entraînement qui a été très long cette année. Étant donné que c'est l'année pré-olympique, on part toujours en Floride 6 mois au lieu de 3 mois. C'était un camp qui n'a pas été facile. Il a fallu sélectionner des bateaux. C'est jamais facile de couper des athlètes, essayer de choisir le meilleur bateau. Mais je pense qu'à la fin du camp, j'étais pas mal confiant qu'on avait le meilleur bateau, le meilleur K4. Puis on est parti aux essais nationaux. Les gars ont gagné la course aux essais nationaux. Aux essais nationaux, ça a été attendu. Puis ça a été une belle compétition. Il y a Pierre-Luc Poulin aussi qui a fait super bien encore en individuel. Donc ça, c'est super bien. Donc on partait en Europe très confiant pour les 2 Coupes du monde. J'ai gagné le K1 200 mètres puis le K4 500 mètres. Ça a été un très bon week-end pour moi. Puis j'étais très, très, très content. Là. Le K1 200 mètres, spécialement au Canada, très bon niveau. Donc de gagner comme ça, là, ça faisait chaud au cœur. C'était bien. Les championnats du monde, c'est la seule et unique chance qu'on a pour se classer en K4 pour les Jeux de Tokyo. Donc, la première étape pour nous autres, c'est d'être le champion canadien. Que notre K4 soit le champion canadien, en fait. Et puis, c'est ce qu'on a réussi. Et ensuite, on est allé se tester en Coupe du monde, si on veut. Et puis, on a eu des bons résultats là aussi. Donc, ça s'augure bien, oui. On a débuté la saison en Pologne. Comment ça a été pour l'équipe? Très bien. Le K4 a terminé 4e. Pratiquement tous les pays étaient là. On avait de grandes attentes pour le K4, encore une fois, parce que c'est l'année pré-olympique. Puis terminer 4e, c'était vraiment un des meilleurs résultats à vie pour le K4 canadien. De ce que je me souviens, les 15 dernières années que je fais partie de l'équipe nationale, le K4 500 mètres, le K4 homme, en fait, a connu une fois un meilleur résultat que ça. Puis c'était en 2013. Donc, de prendre la 4e position comme ça, c'était très, très bien. Surtout avec les bons bateaux qui étaient là. Nous, dans cette discipline-là, les Allemands ont été très, très, très dominants dans les dernières années. Ils ont seulement été vaincus une fois. Et d'être en dedans d'une longueur de bateau de cet équipage-là, ça promet. C'est très, très bien. Deuxième Coupe du monde et dernière de la saison en Allemagne. Oui, exactement. Donc, en Allemagne, malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre la finale en K4. On a fait une petite erreur en semi-finale.
On a essayé un plan de course, une stratégie de course qui était un peu différente parce on n'a pas beaucoup de courses, on n'a pas beaucoup de compétitions, d'opportunités de compétition en kayak. Donc, il faut absolument utiliser toutes les courses pour d'essayer toutes les stratégies de course pour être prêt pour le championnat du monde. Ça a été une très bonne compétition aussi, sauf qu'en fait, dans notre semi-finale, on a été un petit peu conservateur. On s'est dit on va se garder un petit peu de jus pour le dernier 100 mètres, mais en fait, je pense qu'on a trop laissé nos adversaires prendre l'avance au départ. Et puis, on a remonté à la fin, mais c'était un peu trop tard. Là, il nous manquait un quart de bateau environ. La stratégie de course qu'on a essayée n'a pas fonctionné, pas du tout. Par contre, on s'est bien repris en finale B. On a remporté la course. Donc, naturellement, on n'utilisera pas cette stratégie de course-là pour les championnats du monde dans 2 mois. Est-ce que ta concentration passe un peu plus par le K4 que par les autres disciplines? Oui, certain. Moi, après les Jeux de 2016, j'ai pas été, j'ai manqué. Puis je me suis posé la question quel événement je choisissais pour le prochain quad, le prochain cycle olympique. Et puis mon choix, ça a été le K4. Puis je vais y être loyal jusqu'à la fin, c'est certain. Surtout avec l'équipe que j'ai présentement. Je crois que mes 3 partenaires, c'est les meilleurs partenaires que je pourrais pas avoir. Donc, il n'y aura pas de raison de penser à autre chose que ça. Pierre-Luc, c'est un athlète qui est encore jeune. Dans notre sport, c'est un sport où les athlètes performent la plupart du temps de plus en plus vieux. Donc Pierre-Luc, il a 24 ans, donc il a très bien performé à sa hauteur. C'est sûr que c'était mis des attentes, la pression un peu sur les épaules, mais il a très bien performé, il a répondu aux attentes. L'équipe a choisi de ne pas nous emmener aux Jeux panaméricains à Lima parce qu'on va être en préparation finale pour les championnats du monde senior. Mais c'est comme ça pour toutes les fédérations de canoë-kayak dans le monde. Il n'y aura pas d'autres tests vraiment avant les championnats du monde de Hongrie. Et championnats du monde qui servent de qualification pour l'année olympique l'année prochaine, donc doublement important? Doublement important, surtout en K4. C'est là que ça se passe, on n'a pas une deuxième opportunité. Si on ne se qualifie pas cette année, bien c'est terminé. C'est un très beau parcours, puis c'est un parcours que les Canadiens, normalement, on connaît assez du succès avec les Canadiennes à Szeged. Donc, c'est bien que ça soit là. Tu as des bons championnats du monde. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain, même heure. Bye bye tout le monde.